Nous appelons donc Pierre-Marie Patard de Toulouse, qui va nous parler de la caractérisation et application de culture d'organomique de vessie humaine saine et tumorale. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'APFI. J'ai le plaisir de vous présenter mon travail de Master 2 qui a parlé de domaines différents, la vessie. Mon travail consistait à reproduire des cultures d'organoïdes de vessie humaine tumorale. Quelques rappels sur l'anatomie et l'histologie de la vessie. Un organe qui est principalement constitué de 3 couches. Une couche d'urothélium qui tapisse ses parois vésicales, le détrusor qui est le muscle qui permet la contraction de la vessie et une couche de graisse périvésicale autour. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est l'urothélium. L'urothélium est constitué de différentes couches cellulaires, une couche de cellules basales au sein desquelles se situent les cellules souches de l'urothélium, une couche de cellules intermédiaires et puis les cellules membranes qui ont le rôle de barrière urothélienne. Au sein de ces différentes couches, nous avons une expression différente de cytokératine. Je vous ai mis en rouge ici celle dont on va reparler dans les résultats ensuite. Les CK5 et CK17 qui sont principalement au niveau des cellules basales, les CK20 et uroplaquine à prédominance luminale. C'est au sein de cet urothélium que se développe le cancer de vessie. Quelques chiffres sur le cancer de vessie, car c'est le 4e cancer en France, 2e en urologie après celui de la prostate, et cela concerne 2,7 millions de personnes chaque année dans le monde, avec une incidence en augmentation, mais une mortalité globalement stable, même si avec l'immunothérapie on commence à avoir de bons résultats. Schématiquement, le cancer de vessie peut être mis en 2 catégories. Les tumeurs n'infiltrant pas le muscle TVNIM, qui représentent 70% des tumeurs diagnostiques, dont le risque principal est la récidive ou la progression de la infiltrante. Le traitement étant des résections endovésicales, endoscopie, suivies d'instillation. Et les tumeurs infiltrant le muscle, TVIM, qui a comme principal risque l'envahissement loco-régional et la dissémination métastatique. Donc, 2 types de maladies différentes avec des traitements différents. Pour étudier l'oncologie, dans les études de cancérologie, on s'intéresse principalement à 2 modèles précliniques, des modèles in vivo, animaux, et des modèles in vitro. Les modèles animaux ont comme principal intérêt de respecter une certaine physiopathologie naturelle, un micro-environnement tissulaire. L'inconvénient, c'est que c'est une certaine difficulté expérimentale, un temps de latence tumorale qui est important, on n'obtient pas de résultats sur les tests thérapeutiques chez les animaux avant plusieurs mois, et nécessite des coûts élevés de manipulation. L'avantage de l'in vitro, c'est qu'on a une certaine facilité expérimentale, une certaine reproductibilité et une utilité reconnue au niveau pharmacologique. L'inconvénient, c'est que ça ne reflète pas le micro-environnement, l'architecture tissulaire. C'est pour cela qu'il est intéressant de développer de nouveaux modèles précliniques. Il existe un modèle qui est le modèle organoïde, qui consiste à développer une structure multicellulaire en 3 dimensions qui reproduit in vitro la micro-anatomie d'un organe grâce aux propriétés d'auto-renouvellement et de différenciation des cellules souches. Schématiquement, ici nous prenions des feuillets urothéliaux de patients. On obtenait des cellules isolées qu'on incorporait ensuite dans une matrice en 3 dimensions, le matrigène, avec un milieu de culture spécifique qui nous permettait d'obtenir ces organoïdes. L'idée étant d'offrir la souplesse d'investigation de l'in vitro, mais avec un respect de la physiopathologie et du micro-environnement tissulaire de l'in vivo. Nous avons été les premiers à développer les organoïdes de vessie saine, qui nous servira ensuite pour le protocole de culture tumorale, et au sein de ces cultures, nous observions des formes cystiques, des formes de transition, mais surtout des formes pluricellulaires que nous allons qualifier d'organoïdes et que nous allons suivre par la suite. Nous avons caractérisé ces structures en immunofluorescence avec les différents marqueurs que je vous ai cités précédemment. Et il est intéressant de constater que nous avions bien des structures pluricellulaires qui expriment les marqueurs urothéliaux, avec notamment des marqueurs de cellules différenciées comme le CK20 ou l'uroplaquine. Les marqueurs de cellules basales se disposaient plutôt en périphérie de nos structures et les marqueurs de cellules luminales, de cellules différenciées, plutôt
au centre de nos structures. Mais l'objectif était de développer ici des cultures d'organoïdes de vessie humaine tumorale. Les perspectives attendues étant de réaliser des études physiopathologiques, mais plutôt ici des tests thérapeutiques, dans le but d'offrir une médecine ensuite personnalisée. Pour ce faire, nous avons inclus tous les patients opérés pour un cancer de vessie, enfin tous les patients qui réalisent cystectomie pour un cancer de vessie, et nous faisions un prélèvement en zone optiquement saine et une zone optiquement tumorale, afin d'obtenir des organoïdes sains et parallèlement tumorales du même patient. Nous avons exclu les patients qui n'avaient pas de tumeur forcément au moment du prélèvement, au refus du patient, consentement de signer et sérologie positive. La chronologie de manipulation a été schématisée ainsi, avec une obtention de ces organoïdes au bout de 15 jours. Voici les patients que nous avons pu inclure, à savoir 11 patients, et il est intéressant de constater que sur ces 11 patients, uniquement 6 avaient une tumeur résiduelle au moment du prélèvement, principalement en raison de la résection complète endoscopiquement et de la chimiothérapie néoadjuvante. Et sur ces 6 prélèvements tumoraux, 4 cultures nous ont permis d'obtenir des organoïdes tumoraux, en raison de 2 contaminations. Donc nous avons quand même une bonne reproductibilité. À partir du moment où on a la tumeur, on arrive quand même à créer ces organoïdes tumoraux. À l'observation microscopique, on s'aperçoit par rapport à nos organoïdes sains qu'ils sont beaucoup plus nombreux et surtout beaucoup plus volumineux, et qui présentent également des formes différentes, avec des structures polylobées ou des structures en grappe qu'on n'observe absolument jamais dans nos organoïdes sains. Nous avons également voulu les caractériser en immunofluorescence, et on obtient ces structures que vous voyez ici, pluricellulaires, avec un marquage en bleu du papille, CK20 en vert et CK17 en rouge. Là encore, on s'aperçoit que la disposition, le marquage des cellules basales se fait plutôt en périphérie de nos structures et le marquage luminal plutôt au centre de nos structures. Intérêt du système d'imagerie utilisé, qui était ici l'Opera Phoenix, c'est que ça nous permet de faire des acquisitions automatisées à haut débit, ce qui évite de chercher à chaque fois nos structures dans des puits avec le microscope pour les individualiser. Là, tout se fait automatiquement, donc il y a un temps considérable. Non seulement ces structures exprimaient les marqueurs épithéliaux, y compris une cellule différenciée, mais également le Ki67, qui est un marqueur de prolifération cellulaire, ou le GATA3, facteur de transcription nucléolaire, qui nous permet de dire que nous avons une prolifération cellulaire de cet organoïde tumoraux. Une fois que ce modèle était reproductible sur plusieurs cultures tumorales, nous avons pu tester des drogues sur ces cultures, avec en parallèle des cultures d'organoïdes sains du coup et tumorales du même patient, et nous avons testé surtout des chimiothérapies, la cisplatine et la gemcitabine, qui sont les molécules utilisées le plus classiquement dans le cancer de vessie. Nous avons des puits de culture sans traitement, des puits de culture avec des concentrations croissantes afin d'observer la viabilité. Et il est intéressant de constater que d'une part la chimiothérapie marche sur la viabilité de nos structures, mais surtout que nos organoïdes tumoraux ont une sensibilité supérieure à la chimiothérapie par rapport à nos organoïdes sains de même patient. En conclusion, nous avons donc un succès de la culture des organoïdes tumoraux dérivés de tumeurs initiales du patient, et il est possible d'effectuer des tests pharmacologiques sur ce modèle. Intéressant de constater également que nous pouvons faire des tests pharmacologiques après 15 jours seulement de culture, ce qui est quand même beaucoup plus rapide que des tests réalisés sur les animaux avec le temps de latence tumorale qui est élevé. Et dans un monde idéal, ce serait une étape supplémentaire vers une médecine personnalisée. On peut imaginer à l'avenir de réaliser des organoïdes à partir d'une tumeur du patient, tester un panel de drogues dessus afin d'observer la meilleure réponse possible et ensuite la proposer à nos patients. Tout ça, bien sûr, étant pour l'instant de la médecine de fiction, mais un objectif à atteindre. Dans la suite du projet, il serait intéressant de réaliser des organoïdes. Ici, c'était à partir de pièces de cystectomie, donc le traitement a été fait, mais en amont, sur des patients qui avaient des tumeurs non infiltrantes, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être commencer à réfléchir à proposer le bon traitement pour justement éviter d'aller vers cette forme infiltrante qui nécessite une intervention chirurgicale radicale. Il faut également extrapoler ces résultats à l'homme, parce que nous avons les résultats in vitro, mais il faut savoir si ces résultats sont extrapolables à l'être humain.
Et enfin, effectuer des tests avec de l'immunothérapie, puisque ce sont les molécules actuellement qui vont révolutionner le traitement du cancer de vessie et que nous n'avons pas encore pu tester. Merci de votre attention. Une dernière chose, remerciement particulier pour le professeur Gamay qui m'encadre dans ce travail, le professeur Geschman qui a l'initiative de la création de ce projet et toute l'équipe de l'IRSD ainsi que l'AFU qui m'a financé dans cette année de recherche. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Il y a des questions? Est-ce que ce modèle peut-être est étendu à d'autres types de tissus, puisque vous parlez de la vessie pour les urologues, on peut imaginer la même chose pour d'autres tissus digestifs ou autres? Ça existe dans beaucoup d'autres organes, le foie notamment, je peux comprendre que ça peut m'intéresser, ça existe pour le foie, pour le sein, pour le poumon, pour plein d'autres organes. Et dans notre centre, on a utilisé leur expérience puisqu'ils font des organoïdes de côlon. Ils partent de cryptes de côlon et ils étudient justement les liquides, maladies inflammatoires intestinales à partir des organoïdes. Ils sont très avancés là-dessus, ils ont pu vraiment nous aider à développer ces modèles biologiques. Dans l'absolu, on pourrait, c'est un peu le défi de l'avenir, coupler chaque fois qu'on fait une biopsie pour un diagnostic, prendre une petite partie pour justement tester les différents traitements qu'on peut proposer. Exactement, enfin, c'est l'idée de ce projet initial, c'est-à-dire de se dire on a une biopsie, on a notre tumeur, on la met en culture, on teste le panel de drogues et on donne le traitement le plus adapté. Et ça reste pour l'instant de la fiction, mais on espère quand même y parvenir afin d'aider l'extrapolation de ces résultats à l'homme. Certaines études montrent qu'il est intéressant de passer par un modèle xénomorphe, puisque comme ça on voit in vivo ce que donne la réponse sur les organoïdes, puis sur la souris avant d'imaginer passer à des traitements sur le souris. J'ai pas bien vu quelle était l'organisation spatiale de vos organoïdes. Est-ce que ça reflète bien ce qui se passe dans la tumeur au niveau de la vessie? Et donc, est-ce que l'accessibilité aux drogues ou aux interactions intercellulaires, par exemple, est suffisante? C'est pour se rendre compte de l'impact de nos drogues, en particulier du fait de la pénétration de l'organoïde, la structure qui est en 3 dimensions par rapport à la couche cellulaire en 2D. Il y a plusieurs études qui ont montré que le gradient de diffusion dans l'organoïde était plus similaire à in vivo par rapport à la structure de l'eau. Ok, merci beaucoup.